Bien le bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette matinée du 20 juin 2020 pour une heure et demie donc, de direct pour votre émission Bonjour d'Algérie. Alors, le 18 juin 1845, l'un des crimes les plus crapuleux ont été perpétrés par la colonisation française donc face à une population pacifique, désarmée et vulnérable. Et justement, plus de 1000 personnes ont rendu la vie asphyxiée donc, suite à ces enfumades 175 ans plus tard. Donc nous allons réouvrir cette page d'histoire aussi douloureuse que honteuse d'ailleurs. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a même quelques ossements qui sont encore en train d'être déterrés. Justement, nous allons revenir sur cette page d'histoire très douloureuse. Création d'1,5 million d'entreprises, donc de petites et de moyennes entreprises, c'est le projet du Salon international de l'industrialisation scientifique et technologique. Retour sur cette grande ambition ô combien importante pour le levier économique du pays. La saison estivale avance à grands pas. La CEAL justement a mis en place un plan d'action afin donc pour l'exploitation et aussi l'assainissement. Donc nous allons revenir ce matin sur toutes ces dispositions qui ont été prises par la CEAL avec l'un de ses représentants. Les rubriques donc habituelles du samedi, à savoir en compagnie de Djalil Meraska qui lui ce matin donc reviendra sur les régimes alimentaires, sur la perte de poids, mais aussi sur l'adaptation du métabolisme à ce nouveau régime alimentaire. Ce sera en compagnie donc de Djalil Meraska. Mais avant cela, vous le savez, hier, nous avons marqué aussi une page où nous avons ouvert une page très douloureuse. Il s'agissait donc de la journée nationale de la guillotine. Donc nous en avons parlé hier, c'était le 19 juin. C'est une date donc qui coïncide avec les premiers donc qui ont été les premiers chouhada qui ont été guillotinés. Il s'agit donc d'Ahmed Zabana, de Abdelkader Farraj aussi. Retour donc un hommage qui a été fait à Ahmed Zabana en compagnie de Mouna Nawal Hamoudi. Je vous laisse donc voir cet hommage et on se retrouve juste après. Je meurs, mais l'Algérie vivra. C'est la dernière phrase prononcée par Ahmed Zabana quelques minutes avant son exécution. Un certain 19 juin 1956, Ahmed Zabana est conduit vers la guillotine dressée dans la cour de la triste prison Barberousse. Son état de santé est détérioré, blessé par balle, avec des signes de torture apparents et des séquelles d'un séjour de plusieurs mois au quartier des condamnés à mort. Ahmed Zabana est exécuté. Il est le premier martyr à avoir subi cette peine capitale pendant la guerre de libération nationale. Depuis sa cellule en prison et avant l'heure fatidique, Ahmed Zabana a écrit une lettre d'adieu à sa maman. Le message a été également adressé à la génération montante de l'indépendance, l'invitant ainsi à préserver l'Algérie libre et indépendante. Il leur a dit « Ne vivez que pour l'Algérie, car c'est pour l'Algérie que nous mourrons ». De son vrai nom, Zahana, Ahmed Zabana est né en 1926 dans la wilaya de Mascara. Il adhère au mouvement des scouts musulmans où il acquiert les qualités d'un leader. En 1946, il adhère au Parti du peuple algérien. Dès 1947, il devient responsable de l'organisation spéciale de l'Oranie. Après le démantèlement de l'organisation, Zabana est arrêté avec ses camarades, mais libéré en 1953. Il est désigné par l'Arbi Ben Mhidi en 1954 comme responsable de la banlieue d'Oran, chargé de préparer la lutte armée. À l'aube du 8 novembre 1954, il est blessé et arrêté par les soldats de l'armée française. Le tribunal d'Oran le condamnera à la peine capitale et toutes les demandes de grâce ont été rejetées. Dans sa dernière lettre, l'on pouvait lire aussi « S'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini. Mourir pour la cause de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Et votre devoir à vous, c'est de sacrifier l'être qui vous est le plus cher. Il ne faut pas me pleurer. Au contraire, il faut être fier de moi. » Par cette exécution, ses bourreaux ont voulu étouffer son souffle et son désir ardent pour la liberté, mais Ahmed Zabana, immortalisé, devient une icône du patriotisme et le symbole du sacrifice et de la résistance du peuple algérien pour la liberté.
Il ne faut pas me pleurer, mais être plutôt fier de moi. Donc effectivement, donc aujourd'hui, c'est toute l'Algérie qui est fière quand même des sacrifices de Ahmed Zabana, des sacrifices de tous donc ceux qui ont choisi de sacrifier leur vie pour que vive l'Algérie. Justement, ce matin, nous allons revenir sur une autre page d'histoire très très douloureuse. Ce sera accompagné de M. Hassan Arabe. Bonjour M. Arabe. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Alors, avant donc d'entamer notre sujet aujourd'hui qui coïncide quand même avec une page d'histoire très douloureuse. Il s'agit donc du 175e. J'ai pas envie de dire anniversaire parce que l'anniversaire évoque généralement la joie, mais c'est pas vraiment le cas pour cet événement. Voilà, donc il s'agit donc des enfumades de Dahra, mais je voudrais bien quand même vous faire intervenir par rapport à l'hommage qui a été fait donc par notre collègue Mounana Ouel Hamoudi pour Ahmed Zabana, d'autant plus que hier, nous avons donc marqué la journée nationale de la guillotine, la fameuse guillotine. Il faut dire simplement que l'exécution de Zabana a été suivie plutôt par 221 autres exécutions par la guillotine. Donc la France coloniale avait employé ce procédé infernal qui était la guillotine que les condamnés à mort surnommaient la veuve, pour terrifier, pour intimider les combattants de l'ALN, mais aussi pour intimider le peuple algérien qui luttait pour son indépendance. Mais ça n'a pas réussi finalement. Il faut relever également que l'exécution, l'attitude d'Ahmed Zabana, parce qu'on a tendance à dire qu'il a été exécuté, mais il avait une attitude qui a été exemplaire, une attitude courageuse, digne, etc. Alors tous les condamnés à mort suivaient à l'époque l'exemple d'Ahmed Zabana face à la guillotine. Voilà, c'était notamment lorsqu'il passait par le couloir de la mort, il disait Tahia el-Jazair, notamment. Non, l'attitude, c'est-à-dire face à ces bourreaux, c'est-à-dire le moment crucial, pendant le moment crucial, c'est quelqu'un qui était vraiment digne et courageux. Effectivement. Et donc les crimes coloniaux, donc ça ne s'est pas fait que pendant la guerre de libération, mais ça s'est fait depuis donc, le premier jour de la colonisation, donc depuis déjà 1830 et donc le 18 juin donc, 1845, il y a eu quand même ce crime quand même crapuleux face à une population qui était quand même vulnérable, une population désarmée, une population qui avait peur. Oui. Alors, avant de revenir sur cet épisode des enfumades du Dahra, qui concernait la tribu des Ouladriah, qui a été exterminée, donc plus de 1000 morts. Il faut rappeler justement le contexte colonial, parce que certains historiens aujourd'hui, justement, on doit commencer par mettre une mise au point, disent que la colonisation du 19e siècle, c'est-à-dire à partir entre 1830 et 1848, etc., n'était pas une colonisation, ne posait pas problème. Or que la colonisation posait problème dès le début. Donc à partir de 1832 plus exactement, le système colonial a entamé ce qu'on appelle une guerre non conventionnelle contre le peuple algérien. Donc le premier crime, avant le crime de 1845, c'est le crime des Oufia. C'est-à-dire c'est une petite tribu à Al-Harrach, à Alger plus exactement, qui a été exterminée donc en avril 1832. Et l'armée française, à l'époque, avait poussé sa cruauté jusqu'à mutiler les corps, à découper les oreilles donc, des victimes et vendre les boucles d'oreilles encore suspendues aux oreilles au marché de Bebazoun. Donc il y avait cet aspect, il y avait même des poignées sur... il y avait même des bracelets qui étaient sur les poignets des victimes. Donc pour vous dire un petit peu, il y avait une stratégie d'acharnement, d'extermination de l'armée française dès le début. Donc par la suite, il va y avoir, en 1842, le premier, donc également, massacre par procédé d'emmurement. Donc c'est par asphyxie. Alors c'était Saint-Arnaud, de triste mémoire, qui va s'attaquer à la tribu des Spéra,
toujours dans le Dahra, je pense que c'était en mois d'août 1842, 7000 Algériens, hommes, femmes, enfants, vieillards, étaient enfermés, emmurés dans une grotte c'est-à-dire ils étaient enterrés vivants. Et puis Saint-Arnaud, une année plus tard, c'est-à-dire en août 1843, il envoie une lettre à son frère en France pour lui dire voilà ce que j'ai fait, je les ai enterrés vivants. Mais ce qui est, j'ai envie de dire, très bizarre dans tout ce que vous racontez, c'est que donc les généraux qui sont appelés ou qui ont cette mission donc de torture, d'extermination, ils parlent de ça, donc ils racontent ça avec beaucoup de fierté, comme si, avec beaucoup de prestige, comme si que... Ils racontaient ça, pourquoi? Parce qu'il faut dire que pendant cette période, précisément, parce qu'on a beaucoup d'écrits par rapport à cette période, parce que il y a quelqu'un qui arrive en Algérie, partisan de la domination absolue, à savoir Bugeaud. Sa mission était de mettre un terme à la résistance algérienne. Donc Bugeaud encourageait les militaires à procéder à l'extermination des autochtones, parce qu'il y avait un objectif, c'était de préparer l'installation de ce qu'on appelle la colonie de peuplement. Parce qu'il ne faut pas oublier, en 1848, on a commencé véritablement la mise en place de la colonie de peuplement, c'est-à-dire on ramène des peuples pour remplacer le peuple algérien. Donc il fallait exterminer les autochtones pour pouvoir s'accaparer de ces richesses. Et il ne faut pas oublier également dans le même contexte que la résistance algérienne pendant cette période était organisée. Sous notamment l'émir Abdelkader à l'époque, il y avait qui a eu plusieurs victoires, notamment à l'ouest du pays. C'est pourquoi on s'est acharné sur le Dahra. Le Dahra, ce n'était pas par hasard. Parce qu'il y avait l'un des lieutenants de l'émir Abdelkader qui s'appelait Boumaza, qui a réussi en 1845 à soulever toute la région. Quand on parle du Dahra, elle va de Mostaganem jusqu'au Zakar, c'est-à-dire jusqu'à Meliana. Donc c'est un vaste territoire. Il a réussi donc à mobiliser la plaine de Chérif, etc., tous les citoyens. Mais l'armée française s'est acharnée sur cette région du Dahra, c'est-à-dire la tribu des Ouled Riyah, parce que c'était la première tribu qui s'est ralliée à Boumaza. Et Bugeaud a donné l'ordre, c'est-à-dire Bugeaud, à l'époque, il avait tous les pouvoirs. C'est pourquoi je vous dis, c'était l'un des partisans de la domination absolue. Il était à la fois gouverneur d'Algérie, il avait le commandement militaire, donc c'est lui qui gérait, et puis le bâton de maréchal. Donc voilà, un homme qui concentrait les pouvoirs, qui donnait des ordres, etc., bien précis. Il leur a dit, il faut les enfumer s'ils résistent. C'est lui, alors, parce que là j'avais trouvé une citation qui était, je ne trouve pas le qualificatif pour, mais je n'avais pas trouvé la référence. Alors je voulais justement savoir qui était à l'origine de cette citation. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, enfumez-les à outrance comme des renards. C'est la citation justement de Bugeaud. Voilà, c'est vraiment une citation et donc, quand même. La même citation, il leur a dit il faut faire comme a fait Saint-Arnaud en 1842, avec donc la tribu des Spéhad. Voilà. Et justement, donc, il y a eu quand même, alors juste après, certains témoignages de certains soldats donc, qui ont participé à cette enfumade, ils ont dit qu'après que le feu s'était éteint, ils ont commencé donc, à déterrer un petit peu les corps. Ils en ont compté environ 700 et quelques corps, mais alors, par la suite... il y avait un officier espagnol, donc c'est la Légion étrangère dans l'armée française, c'est lui c'est le premier qui avait donné le chiffre de 800, mais les historiens algériens comme Mohamed El-Kouassou, qu'on salue à l'occasion, lui, il avance quand même le chiffre de 1200 morts. Parce que par la suite, il faut dire, Monsieur Arabe, que jusqu'à présent, il y a certains ossements qui restent là-bas, qui restent encore
C'est-à-dire que la grotte, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas complètement déterrée. Il y a même des ossements qui y sont jusqu'à présent. Oui, parce que la configuration de la grotte, attention, c'est pas une grotte. Oui, oui, effectivement. C'est une grande grotte, effectivement. Parce qu'il faut imaginer que ces 1200 personnes étaient enfermées avec leur bétail. Donc 1200 personnes, recensement actuel. C'est-à-dire 1200 personnes, recensement actuel. Donc il se pourrait que ce chiffre puisse augmenter. Il y avait également leur bétail. Oui, voilà. Donc pour vous dire un petit peu l'ampleur du massacre. Oui. Donc, Pélissier, à l'époque, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne donc d'allumer deux brasiers au niveau des deux principales cavités entrées de cette grotte. Et puis, les militaires surveillaient le feu pendant toute la nuit jusqu'à ce que toutes les victimes soient mortes durant toute la nuit. Donc, ce procédé de la terreur de mort par asphyxie a été reproduit au XXe siècle. Parce qu'on a tendance à dire que c'était le XIXe siècle, mais attention, pendant d'abord le mai 45, rappelez-vous les cadavres des Algériens qui ont été brûlés dans les fours à chaud d'Héliopolis, à Galma. Et puis, pendant la guerre de libération nationale, je vais vous donner quelques exemples, il y avait un autre procédé. Donc, en 1957, c'est une année importante pour la guerre de libération du côté de l'ALN, évidemment. L'ALN était mieux organisée, mieux équipée, etc. Donc, l'armée française, qu'est-ce qu'il fait? Elle a adopté ce qu'on appelle les rafles, c'est-à-dire les arrestations abusives, les arrestations massives des Algériens. Donc, à l'ouest algérien, par exemple, à Tlemcen, dans la région de Ain Issel, en mars 1957, on arrête une centaine d'Algériens, entre guillemets suspects, et puis on les jette dans ce qu'on appelle les chais à vin, une sorte de cuve à vin, et puis le lendemain, on les découvre morts, asphyxiés. Le même procédé a été renouvelé vers le mois d'avril 1957 dans la région de Sfissef à Mascara. Il y avait donc à Ain Issel, il y avait 41 victimes, à Sfissef, donc à Mascara, et il va y avoir une trentaine de victimes, et puis le même procédé pendant la même année, c'est-à-dire en 1957, en juin 1957, c'est à Moussaïa. Donc dans une cuve à vin, 21 personnes étaient également enfermées, mortes, découvertes le lendemain, mortes par asphyxie. Et puis en 1959, le dernier exemple que je peux vous donner, c'est du côté de Ain Touta. Donc c'était au mois de juin, si ma mémoire est bonne, 1959, Ain Touta, il y avait une grotte. Ain Touta, c'est dans les Aurès. Maintenant, plus exactement, voilà. Donc il va y avoir 112 personnes asphyxiées dans une grotte. Alors là, c'est pratiquement le même procédé. Donc, vous parlez donc ce sont des personnes qui ont été asphyxiées suite à des enfumades, ou c'est quoi le procédé finalement? Alors, il y a les enfumades, c'est quand on allume le feu, donc voilà. Le cas de Dahra. Mais et pour ce cas-là, le cas de Dahra, parce qu'il y avait Sfihat d'abord en 1842, c'est l'emmurement, c'est-à-dire on a fermé hermétiquement toutes les issues, c'est-à-dire on les laisse mourir dans une grotte. Là, c'était des chais à vin, c'est-à-dire des cuves à vin. On mettait les Algériens, les suspects entre guillemets, arrêtés, rappelés, et puis on les laisse à l'intérieur de ces cuves. Donc il n'y a pas de... Contre l'oxygène... Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, souvent. C'est des cuves. Donc, pas d'aération. Il n'y a pas d'aération, etc. Donc, c'est des personnes qui sont mortes par asphyxie. Voilà. Alors, donc, pour revenir un petit peu aux enfumades de Dahra, justement, Ali Fatah Hayadi a réalisé un film. Donc, pour revenir à cette page douloureuse d'histoire, là, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir, donc, pour ceux qui ont déjà regardé le film. Donc là, je vous propose de regarder donc, cet extrait. On se retrouve juste après. Si le régime du Dey est rapidement défait,
les colonnes françaises devront faire face à la résistance menée à l'Est par le bey de Constantine et surtout celle de l'émir Abdelkader, principal artisan de la guerre contre les Français jusqu'en 1847. L'artillerie est prête à faire feu. Fais à volonté. Lors de la prise de Blida, le général Bertrand Clausel ouvre le bal des massacres de civils. Il fusille les combattants pris les armes à la main et incendie les campagnes. Dès le début de la conquête, les violences et les massacres sont perpétrés de façon innommable. En 1832, la tribu des Aoufiya en fait les frais. Soupçonnée d'avoir commis un vol dont avait été victime un cheikh rallié à la France, la tribu fut exterminée près de Maison-Carrée sur instruction du duc de Rovigo. Pélissier de Reynaud, à ne pas confondre avec le colonel Pélissier Jean-Jacques, auteur des enfumades du Dara, écrit: Tout ce qui vivait fut voué à la mort. Tout ce qui pouvait être pris fut enlevé. On ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. Cependant, l'humanité d'un petit nombre d'officiers sauva quelques femmes et quelques enfants. En revenant de cette funeste expédition, plusieurs de nos cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances, et une d'elles servit, dit-on, à un horrible festin. Cette expédition fit une centaine de morts et un butin de 2000 moutons, 700 bœufs et une trentaine de chameaux qui furent vendus de gré à gré sur le marché de Bamazoun, où l'on voyait des bracelets encore attachés aux poignets coupés et des boucles d'oreilles sanglantes. Voilà, donc retour sur le plateau. Là, c'était un extrait donc, du film qui a été réalisé par Ali Fatah Ayadi. Alors, Monsieur Arabe, si on revient donc encore une fois à l'enfumade de Dara, il faut dire que cette stratégie est quand même un piège pour les gens qui vont se réfugier dans ces grottes. Parce que s'ils restent à l'intérieur, ils sont asphyxiés. S'ils sortent, ils sont fusillés. Donc finalement, il n'y a pas moyen de... Parce qu'il fallait en finir. Donc l'ordre a été donné d'en finir avec cette tribu spécialement. Il ne faut pas oublier que pendant même à l'époque ottomane, les habitants donc, de la région utilisaient cette grotte pour se cacher, pour éviter de payer la dîme, c'est-à-dire les impôts aux Turcs. Et les Français avaient eu vent de cette cache de la région. C'est pourquoi il y avait un ordre qui consistait à exterminer cette tribu d'une manière ou d'une autre. Donc, même si on ne peut pas construire l'histoire sur un si, dans le cas où ils se sont rendus, ils seraient exterminés. Quand même. Donc, finalement, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce que, comme je l'ai dit, les années 1840 spécifiquement étaient très terribles pour les Algériens parce que Bugeaud préparait la colonie de peuplement. Voilà, donc la stratégie d'extermination, encore une fois, la domination absolue, encore une fois. Alors peut-être on va terminer sur une question, Monsieur Arabe, d'ailleurs on en parlait pendant que l'extrait passait, on disait que tous ces crimes donc, contre l'humanité, parce que c'est quand même un crime contre l'humanité, la colonisation, c'est des génocides. Et puis c'est pas le seul, donc la dernière fois vous étiez parmi nous, nous avons évoqué le 8 mai 45, donc nous avons évoqué quand même tous les sacrifices qui ont été faits depuis 1830 donc jusqu'à 62, date de l'indépendance de l'Algérie. Mais finalement, donc, tous ces crimes contre l'humanité n'ont pas été reconnus crimes jusqu'à présent. Donc on reconnaît qu'il y a eu guerre, mais on ne reconnaît pas finalement les crimes et les crimes restent impunis. À un certain moment, il a reconnu qu'il y a eu guerre, parce que jusque-là, on parlait des événements, pacification, etc. Et puis l'histoire est là, on ne peut pas la cacher. Il a reconnu, la reconnaissance qu'il y a eu guerre en Algérie, ce n'était pas pour le plaisir des Algériens, mais c'est plutôt pour satisfaire le côté français, pour assurer des indemnités donc à ceux qui ont participé, à ceux qui ont mené cette guerre. Par rapport maintenant à ce génocide, c'est-à-dire ce crime contre l'humanité. Les lois internationales d'aujourd'hui ont exclu les massacres, les génocides du 19e siècle. Voilà. Et puis, même le 20e siècle, il faut savoir que, par exemple, je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les cas
de mort par asphyxie pendant la guerre de libération nationale. Il faut savoir que tous les officiers qui étaient responsables de ces crimes étaient acquittés pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Donc le crime, la colonisation est un crime qui reste impuni. Qui reste impuni. Voilà, il faut être et honteux surtout. Voilà. Alors il faut dire, M. Arabe, que les grottes aujourd'hui de Dahra restent quand même un site historique de mémoire qu'il faut préserver. Qu'il faut préserver, mais surtout qui est ouvert à la visite. Donc pour préserver la mémoire justement. Donc aujourd'hui, les gens peuvent aller. Une partie de cette grotte est encore ouverte au public. Voilà, donc ça fait quand même partie d'une stratégie de préservation de mémoire, il faut le dire. Hein. Oui, c'est les lieux de mémoire. Il faut les réhabiliter et il faut les protéger. Voilà, ben merci beaucoup M. Arabe d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, il faut dire que l'opinion internationale a aussi beaucoup, j'ai envie de dire, a apporté finalement sa voix pour l'indépendance de l'Algérie, a reconnu, il y a eu beaucoup de pays qui reconnaissent finalement la glorieuse histoire de l'Algérie. Oui, la guerre de libération nationale, c'est l'une des guerres, c'est l'une des révolutions les plus importantes au XXe siècle, du moins sur mon point de vue. Hein, donc, et puis l'apport de toutes les nations qui ont soutenu la question algérienne, c'est parce qu'il y avait une résistance, il y avait une révolution extraordinaire. C'est pourquoi il y avait cet élan de solidarité. Effectivement. Voilà. Alors cet élan de solidarité, il faut dire, il est jusqu'à présent, cette reconnaissance alliée est jusqu'à présent. M. Arabe, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc je parlais de cette solidarité qui est ressentie jusqu'à présent, puisque à Bruxelles, il y a eu un boulevard qui porte aujourd'hui le nom de Lalla Fatima Nsoumer. Donc on aura l'occasion de parler encore une fois de cette héroïne qui a aussi fait une très belle résistance contre la colonisation française. Et justement là, c'est une rue qui a été baptisée au nom de Lalla Fatima Nsoumer du côté de Bruxelles. Là, je vous propose donc de revenir sur cet événement en compagnie de Afef Belhouchet. On se retrouve juste après. Lalla Fatima Nsoumer, un nom qui trône et résonne depuis le 15 juin dans la commune d'Etterbeek à Bruxelles, de même que 10 autres noms de femmes qui ont marqué l'histoire mondiale de la lutte anticoloniale et antiraciale. Des noms qui remplaceront pendant 9 mois ceux des rues portant des patronymes d'acteurs de la colonisation. Et si chacune de ces femmes choisies a un parcours exceptionnel, Lalla Fatima, elle, se distingue par sa double performance, féministe et chef de guerre. Le pourcentage du nombre de femmes représentées dans la rue et dans l'espace public est extrêmement faible, moins de 2% dans l'espace public etterbeekois. Et donc on a voulu, ne fût-ce que temporairement, réaugmenter ce pourcentage et montrer que en fait, les femmes sont invisibilisées et dans l'espace public et dans les livres d'histoire, d'où le fait qu'on a pris aussi donc, des noms de femmes qui ont marqué l'histoire. L'initiative n'est que temporaire, mais lourde de sens. Bruxelles, à son tour, a vécu au rythme des manifestations antiracistes, conséquence immédiate de l'affaire Floyd, mais la commune d'Etterbeek a voulu croiser l'enjeu féministe et celui décolonial et antiracial. Parce qu'elle était déjà à l'avant-garde, elle était déjà là pour dénoncer toute une série d'injustices et aussi et surtout par rapport à l'invasion française et au fait que c'était une personne qui a vraiment combattu dès le départ la colonisation. Et donc on a voulu montrer que des personnes et des femmes se sont battues dans le cadre d'une lutte décoloniale. Et que ces personnes en fait sont invisibilisées à nouveau dans l'espace public, notamment etterbeekois. Si le débat autour des remplacements des noms de rues, stèles ou autres symboles historiques à la gloire de grands esclavagistes ou colonialistes a été tranché en France par le président français, rien n'est encore sûr pour la Belgique. En attendant, la rue de Lalla Nsoumer sera inscrite dans le parcours des balades pédagogiques à l'intention des riverains et des écoles qui seront organisées en partenariat avec des historiens à partir de septembre 2020. Et voilà, donc retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. À présent, nous allons parler d'une très grande ambition. Il s'agit de création de 1,5 million d'entreprises et ce sera en compagnie donc, de M. Mustafa Rahmani. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, M. Rahmani, vous êtes conservateur du Salon international de l'industrialisation scientifique et technologique. Alors, avant de parler donc, de cette grande ambition, nous allons revenir un petit peu sur ce salon. Donc, le Salon international de l'industrialisation scientifique et technologique, c'est la première édition que ça a été faite. Deuxième édition. Deuxième édition. Et ça a été fait quand? 2017.
2017. Alors, mai 2017 à l'USTHB Bebzoar. Voilà, alors on va revenir un petit peu sur ce salon. Donc, quels sont les principaux objectifs finalement de ce salon? Merci pour votre accueil. Je remercie Canal Algérie. En quelques mots et en bref, le Carrefour international pour l'industrie scientifique et technologique, qui a comme thématique cette année l'industrie scientifique et technologique au cœur des alternatives économiques pour l'Algérie nouvelle de 2020 jusqu'à 2030. La nouveauté dans ce Carrefour international pour l'industrie scientifique et technologique, on a bien fait illusion dans la première édition de cette nouveauté, c'est tout simplement la création d'un nouveau établissement privé qui accompagne directement les créateurs d'entreprises, ce que j'appelle les vrais PME, à plus-value économique. On fait illusion au cerveau, c'est-à-dire les inventeurs industriels, brevetés ou non pas brevetés, les projets de recherche scientifique appliqués dans les secteurs économiques à plus-value économique, et bien sûr les autodidactes qui ont des idées créatrices, novatrices, qui peuvent se conjuguer en PME innovantes et avec la plus-value économique. Monsieur Brahmani, justement, pour revenir un petit peu à ces objectifs, donc vous voulez accompagner les PME, comme vous le dites si bien, vous avez un objectif très ambitieux finalement, la création de plus d'1 million d'entreprises, c'est quand même un défi que vous voulez relever. Un challenge. Un challenge. Petite remarque pour ce défi, ou là, ce challenge de 1 million d'entreprises innovantes à créer en 10 ans. Pourquoi j'ai choisi 10 ans? D'abord, je m'inspire des pays industrialisés. Historiquement, un exemple, le Japon, entre 45 et 55 en 10 ans, est devenu une superpuissance économique régionale. 10 ans, c'est-à-dire avec la culture des pays en voie de développement, c'est un peu nouveau et c'est des chantiers que doivent, Wallahu a'lam, les décideurs dans ces pays, surtout notre pays, initier à travers des plans Orsec, sinon plan Marshall, si j'ose utiliser la terminologie. Ce qu'on veut dire par 1 million d'entreprises innovantes à créer en 10 ans, et on a fait illusion, entre parenthèses, à ce challenge en 2014. C'était à l'occasion de l'organisation de notre Salon national d'entrepreneurs locaux dans sa 2e édition. Et c'est dans tous les journaux et dans toutes les émissions télé à l'époque. C'est-à-dire, la stratégie elle-même, ce n'est pas une stratégie d'une année, de 2 ans ou de 5 ans. Mobiliser le parterre d'entrepreneuriat qui participe directement ou indirectement dans la création de ce genre de PME, et bien sûr avec objectif la réalisation, sinon la préparation du produit fini made in Algeria dans des secteurs économiques sensibles et névralgiques qui étaient à une certaine époque des sujets tabous. Un exemple, créer une entreprise dans les semi-conducteurs avec des fibres optiques pour en finalité créer un téléphone portable, le vrai microprocesseur. Et par exemple, créer une voiture, construire une voiture avec un moteur 80-70% made in Algérie, ça c'est des challenges, en même temps c'est des défis stratégiques de toute une économie d'un pays. Sous-entend quoi? Quand on dit 1 million d'entreprises innovantes à créer, certes c'est un privé qui fait l'initiative, à notre niveau c'est l'Innov Plus, mais ça veut nullement dire qu'un privé, lui seul, qui va créer ce parterre d'entreprises. Le message maintenant, c'est pour les décideurs économiques et industriels du pays, c'est pour les opérateurs économiques et scientifiques, et c'est pour l'expertise algérienne qui est implantée ici et à l'étranger pour s'attabler autour d'une stratégie de développement réel et d'industrialisation sur la base de la recherche scientifique, de l'invention industrielle, apparemment qui est le fer de lance de toutes les industries, des économies émergentes, sinon des pays industrialisés dans le monde. Et justement, M. Rahmani, donc vous avez évoqué la création d'une entreprise qui va accompagner finalement ces PME. Alors cette entreprise, est-ce qu'elle ressemblerait plutôt aux dispositifs que nous connaissons, donc les dispositifs tels que Ansej, Andi par exemple? Est-ce que vous allez travailler en collaboration? Comment finalement vous allez procéder finalement à l'accompagnement de la création de ces entreprises? Je vous remercie pour cette question, elle est très intelligente. Rebondir sur la réponse. On est là comme
une plus-value économique dans le marché, dans l'entrepreneuriat. On n'a jamais dit, on ne dira jamais, on est l'alternative directe de ces dispositifs. Sinon, des organismes ministériels récemment créés, et là je salue les initiatives du ministre de l'Industrie, sinon du ministre de la PME des startups, sinon de celui des pépinières. Et j'avais dit dans une émission auparavant à Shore TV, si ces dispositifs, ces ministères n'arrivent pas à être aidés ou accompagnés par ce genre d'initiative, je ne pense pas que la culture d'entrepreneuriat déjà existante déjà dans les dispositifs, sinon dans le réseau national, y compris privé, y compris public, peuvent accélérer la stratégie qui est en train de s'installer au niveau gouvernemental. Qu'est-ce qu'on veut dire aussi sur tout ça? Cette création à notre niveau, d'abord on passe le message à tout le privé, les patronats, les hommes d'affaires, les investisseurs qui, un certain temps, se plaignaient des vrais investissements, se plaignaient aussi des vrais mécanismes, se plaignaient aussi des vrais objectifs d'un gouvernement qui devrait s'attabler pour passer directement à l'économie émergente. L'économie basée sur la science, c'est-à-dire et le numérique, et une économie basée sur le respect, l'accompagnement et le développement et la récupération surtout de la cervelle de la démographie algérienne. Là, on fait également directement la diaspora. Quand on parle diaspora, là, on est très pragmatique et très efficace. On parle des cerveaux, on parle des chefs de projet, on parle d'un parterre en France comme aux États-Unis, comme en Malaisie, qui veulent s'implanter dans des réalisations professionnelles, sinon dans des entreprises. Là, je fais appel à ce panel et leur disant tout simplement, on est un établissement privé qui n'a rien à voir avec l'État et qui veut participer dans le développement économique de ce pays et qui a remarqué pragmatiquement un changement léger, mais si il y a une synergie réelle et stratégique, je pense que l'actuel changement aboutira à des résultats efficaces. Alors, M. Rahmani, justement, lorsqu'on revient par exemple aux dispositifs que nous connaissons, donc les dispositifs un petit peu historiques de l'Algérie, tels que l'ANSEJ, tels que l'ANDI, par exemple, ou il y a un autre aussi dispositif. Bref. Il y a l'Ambredette, il y a... Voilà, donc si on revient à ces dispositifs, par exemple, donc, dans l'accompagnement, dans la création d'entreprises, par exemple, pour ce qui est du financement, généralement, c'est un financement triptyque, donc c'est la banque, le dispositif donc, avec lequel on travaille, et puis l'apport personnel. Donc vous, pour ce qui est du financement, donc de la création de ces entreprises, comment comptez-vous accompagner ces entrepreneurs? D'abord, avant de passer au financement, il faut s'entendre sur une chose. Notre pays, comme les pays en voie de développement, qui sont beaucoup plus proches de nos orientations stratégiques, vivent des crises. En principe, les crises deviennent un capital de relance et bien sûr d'émergence. C'est à travers ces crises économiques, industrielles et sociales que devraient surgir, émerger les vrais leaders, leadership de projets et d'investissements. Un exemple, un Bill Gates ou un Steve Jobs ou tous les meneurs, tous les créateurs d'entreprises qui sont devenus des patrons à l'échelle mondiale. Si vous balayez leur historique d'une manière ou d'une autre, ils ont été dans des pays qui n'ont qui les ont pas respectés, qui les ont pas aidés, et tout le monde avait des crises. Un exemple banal et très pragmatique, Edison, lorsqu'il a créé cette lampe, il avait sa mère sur une pancarte devant lui qui était en train de mourir. Alors, des dizaines de fois, il était en train de faire le tout partout, malgré que c'est un créateur, c'est un scientifique, mais la crise était là dans son cœur, dans son cerveau, comment sauver sa propre mère. Alors, c'est à travers cette pulsion et ses expériences pour sauver sa mère, finalement, il a réussi à donner cette lampe. Je vais aider les gens à une chose très pragmatique, très décisive, que beaucoup de monde passe inaperçu. Malgré pour le porteur de projet, comme pour tout le monde, malgré que vous avez tout le pognon,
nécessaire pour créer votre entreprise, si vous n'avez pas cette pulsion pour le créer, oui. si vous ne croyez pas à ce que vous faites comme vous croyez avoir, alors tôt ou tard, parce que ça c'est un engagement avant qu'il soit une entreprise. C'est une idée dont on croit et c'est un mode de vie que nous sommes en train de suivre et c'est ça l'esprit et la méthodologie des créateurs, des investisseurs. Maintenant pour parler du financement, d'abord on n'est pas je le redis pour la deuxième fois, on n'est pas là pour faire le travail ni de l'ONCES, ni de l'ONDI, ni de la CNAC, ni d'Algérie d'investissement, ni de l'ombre d'être, ni de tous les dispositifs. C'est un travail complémentaire, ne serait-ce qu'un iota. Mais à travers des années d'investissement, à travers des gages et des engagements, on a à la Colléhal assez souffert pour mériter quelques embryons de réussite dans cette Innov Plus. Je dirais tout simplement, c'est un mécanisme nouveau créé par les initiateurs, ces initiateurs, pour ne pas dire par son premier responsable, qui va droit vers le respect du travail d'abord. On a un mécanisme qu'on propose pour le porteur de projet. D'abord, il va faire un travail à travers un plan d'action bien ciblé, bien déterminé, pour faire rentrer de l'argent avec son propre travail, sa propre sueur, sa propre méthodologie, sa propre organisation. Ça, c'est le premier financement, c'est l'autofinancement. C'est un plan d'affaires, c'est une stratégie d'implantation de ce porteur de projet dans le marché. Alors, ce mécanisme se base sur des opérations commerciales, sur des opérations de communication, écrire même sa création à travers des guides pratiques ou un guide pratique. Et c'est nous qui vont faire la conception, la réalisation, la vente, et ainsi de suite. Faire des séminaires mensuels sur des thématiques qu'on propose. Et l'objectif, c'est la formation directe et opérationnelle de ce futur chef d'entreprise. Et à la base, au départ, c'est un financement créé par ce qu'on a déjà. Il ne faut pas chercher midi 14h, il ne faut pas aller à l'étranger, il ne faut pas aller, c'est-à-dire chercher quelque chose qui se trouve juste à côté de nous. Le commencement du financement, et là je fais un message aussi aux porteurs de projet, j'avais dit ça en 2016, fin 2016, à Naha TV, lorsqu'on parle à un porteur de projet, il ne va pas croire qu'on va lui donner un tapis rouge et 10 milliards et un bâtiment, un 4x4 et bien parce que vous êtes cerveau. Eh bien, les cerveaux, il faut se renseigner. À l'occasion, il y a un guide pratique, comment créer son entreprise innovante en 6 mois en arabe. On est en train de le préparer et cet été, il va être dans le marché au fait les étapes et les orientations stratégiques basées sur le développement humain, basées sur est-ce que vous voulez vraiment créer cette entreprise ou là c'est un passage parce que vous manquez d'argent, on a une situation sociale passagère. D'ailleurs, M. Rahmani, il faut rappeler que les plus grands projets que nous connaissons aujourd'hui dans le monde ont commencé dans un garage. On peut revenir sur Walt Disney par exemple, on peut revenir sur Steve Jobs, on peut revenir... Donc ils ont tous commencé dans un garage, dans une petite chambre et aujourd'hui, ben voilà où est-ce qu'ils en sont. Donc effectivement, on ne va pas sur un tapis rouge si on a envie de créer une entreprise. Mais la nouveauté, je rassure les porteurs de projets qui seront en contact avec nous, Inch'Allah. D'abord, vous commencez avec un plan d'affaires, vous allez faire l'autofinancement d'abord. De deux, vous avez des conditions dans ce plan d'action, parce que c'est un contrat entrepreneur innovant de 6 mois. Il commence avec la première semaine en étudiant le dossier de la création d'abord, au niveau de notre direction. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet vraiment porteur? Est-ce que c'est un vrai projet de recherche scientifique appliquée à plus-value économique? Est-ce que c'est une invention industrielle orientée vers l'industrie dans tous les secteurs économiques? Est-ce que c'est une vraie idée novatrice qui va se conjuguer à travers une entreprise? La finalité de la chose, c'est le produit fini dont on a besoin. On va étudier ça. De deux, c'est des tests de mise à niveau sur les langues, sur la communication, sur est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il l'est pas. De trois, il y a une formation et un coaching direct, puis il y a une formation et un coaching indirect à travers ces opérations dans ce plan d'affaires. Alors, qui s'occupe du coaching? Là, on est en train de faire appel à des spécialistes. Un exemple, j'ai été contacté par des incubateurs privés. Je ne peux pas citer les noms, c'est un secret professionnel. Et ils veulent faire le travail avec nous en tant que partenariat. J'ai dit, alors, on est là pour créer
comment appeler ça, cette plateforme, avec même des bureaux de consulting algériens qui sont super doués, avec même des incubateurs algériens qui sont super doués. Le coaching, l'accompagnement dans des disciplines de création d'entreprises, en commençant par le développement humain et l'explosion des vieilles capacités, on va le faire en partenariat avec ces bureaux et avec ces responsables. Ne serait-ce qu'on a notre département en interne, c'est le département entrepreneur innovant. Alors, Monsieur Rahmani, peut-être on va terminer sur une question. Alors, votre projet, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Actuellement, on est en train de finaliser les préparatifs d'abord du deuxième carrefour international pour l'industrie scientifique et technologique. Ça va se faire fin novembre à Alger, Safex. Et de deux, on est en train de préparer les dernières retouches pour accueillir les premiers porteurs de projets dans notre InnovPlus. C'est à partir du 17 juillet qu'on va officiellement accueillir ces gens-là. On est en train de préparer les dernières retouches de la structure et bien sûr la compétence et l'expertise à notre niveau. Et on est en train aussi de tisser des relations de partenariat entre Tlemcen, Oran, Alger et même avec l'étranger. Parce que là, on prépare un réseau de partenaires actionnaires dans ces projets innovants. D'abord, le LIED, le mécanisme de financement, il est basé sur 3 financements. 1, c'est l'autofinancement à travers ce plan d'affaires. De 2, c'est l'actionnariat, le système de bourse à la Collihal comme à l'international dans ces projets. Un actionnaire, un chef de, un homme d'affaires, c'est-à-dire il va signer une convention cadre avec InnovPlus et le porteur de projet après le 5e mois, c'est-à-dire après que la clôture du plan d'affaires, c'est bon, alors le 6e mois, on va commencer à faire des opérations. Mais on prépare les actionnaires dès maintenant. Voilà. C'est-à-dire l'actionnaire va être actionnaire dans cette entreprise innovante. Par exemple, si l'entreprise innovante, le démarrage, l'installation, surtout le produit pour le réaliser, coûte entre les 10 et les 20 milliards par exemple. L'actionnaire va par exemple injecter 5-10 milliards. Les pourcentages sont étudiés et c'est des conventions cadres juridiquement, c'est-à-dire bien ficelées. Alors l'actionnaire sera c'est-à-dire associé avec cette entreprise innovante pour des années, c'est-à-dire le contrat qui va stipuler, et c'est une entente, c'est le vrai B2B à la couleur qu'on va créer avec cet actionnaire, ce porteur de projet. Très bien, et parfait. de 3, une fois, Inch'Allah, le porteur de projet s'adapte avec la réglementation, et bien sûr, il donne des résultats dans son plan de travail, et bien sûr, on remarque les résultats satisfaisants, bien sûr. Alors, à partir du 6e mois, le montage direct de son entreprise sera financé à 40% de l'enveloppe totale de son propre projet par InnovPlus elle-même. C'est parfait. Cela veut dire le triangle dans le financement. Très bien. Merci beaucoup, donc, M. Rahmani, pour toutes ces précisions et puis pour ce projet quand même très ambitieux. Donc, on vous souhaite beaucoup de réussite et surtout beaucoup de réussite pour tous les entrepreneurs qui vont donc entreprendre, on va dire, cette aventure. Donc, merci beaucoup. Je rappelle, M. Mustafa Rahmani, vous êtes conservateur du Salon international, commissaire du Salon international de l'industrialisation scientifique et technologique. Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, on continue le programme. Donc, on continue le programme de Bonjour d'Algérie en attendant de retrouver Djaïl Miraska afin de revenir sur les régimes alimentaires, sur la perte de poids, sur l'adaptation du métabolisme au nouveau rythme alimentaire. Là, je vous propose de revenir sur un sujet en compagnie de Sarah Delbel qui, elle, va nous parler de l'importance du sport, notamment en ces temps de confinement. Ne rien lâcher. Les sportifs de haut niveau, confinés comme tout le monde, ont dû trouver des moyens plus ou moins ingénieux pour poursuivre leur entraînement à l'intérieur. À l'exemple de Hicham Nemla, qui a choisi de faire de son salon un espace d'entraînement. On peut faire du cardio à la maison, on n'a pas besoin d'un grand espace pour pratiquer du sport. Par exemple, à la maison, avec l'aide d'une corde, on peut faire notre séance de cardio. Et pour maintenir la forme, en ce mois de Ramadan, il est préférable de s'entraîner 1 heure avant le iftar et ne pas dépasser 1 heure d'entraînement. La routine du confinement a favorisé l'apparition de certaines bonnes habitudes chez le karatéka. Le vice-champion du monde a décidé de mettre sa main à la pâte en préparant les entrées et les desserts du ftour.
À part l'entraînement, on n'a pas grand-chose à faire à la maison, donc tout le monde peut aider sa mère, sa sœur ou sa femme en cuisine et en même temps apprendre à cuisiner. Même si Hicham n'a pas l'habitude de cuisiner, le champion est le mieux placé pour nous conseiller en nutrition. La nutrition, On a besoin de nutrition, donc on s'y connaît, c'est notre domaine. Je peux aider avec des conseils ou préparer des plats santé comme celui-là. Et avec le temps, on se rend compte que la cuisine est un art. Il suffit d'essayer une ou deux fois et ça pourrait devenir une passion. En l'absence d'entraînement collectif et de rendez-vous au calendrier, ce karatéka ne manque pas son entraînement physique quotidien et n'hésite pas à passer du temps derrière les fourneaux. Ce sont des images qui plairaient bien à notre collègue Djalil Meraska, n'est-ce pas? Vous savez, je suis quelqu'un qui est gourmand, j'aime bien manger. C'est vrai qu'on dit que les sportifs mangent beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'ils se dépensent beaucoup finalement. Tout à fait, oui. Ouais. Djalil, bonjour. Bonjour. Bon, je suis passée par j'ai commencé par la fin, mais bon. Donc là, c'était un reportage que nous avons vu sur le sport et le confinement. Donc là, c'était un sportif que Sarah Derbel a rencontré. Alors avant d'évoquer le thème d'aujourd'hui, donc je voudrais bien revenir très rapidement sur ce sujet. Donc là, on a vu après la séance de sport, il y a eu quand même un repas très copieux, mais aussi très équilibré. Donc on a bien vu un jus de fruits pressé, c'était une salade de riz, donc avec beaucoup de légumes. Donc c'est ce que vous préconisez toujours, hein. Donc si on revient un petit peu à toutes les rubriques que vous passez, c'est ce que vous essayez toujours d'inculquer, c'est ce que vous essayez toujours de convaincre finalement la population à faire, même en temps normal. Oui, même en temps normal, vous l'avez bien dit, hein, quand il s'agit là si on parle de nutrition, le sportif, c'est un scénario spécifique. Comme si on parle d'une femme qui est allait ou une femme enceinte ou une pathologie, donc on est dans des cas spécifiques. Le sportif, on est un cas spécifique. Voilà, c'est un cas spécifique, donc il y a une nutrition du sportif. Voilà. Tout simplement. Qui doit respecter, et donc on a vu un très bel exemple. Oui. Voilà. Oui, alors aujourd'hui, donc, Djalil Meraska, vous avez choisi un thème qui pourrait intéresser pas seulement les sportifs, mais beaucoup de personnes, d'autant plus que la saison estivale arrive à grands pas. Donc, on pense un petit peu aux plages, surtout que les épidémiologistes disent qu'on peut aller à la plage en temps du coronavirus. Il faut juste prendre les mesures barrières pour, donc respecter la distanciation sociale. Donc, finalement, la plage ne va pas contaminer. Cependant, bien entendu, surtout avec le confinement, donc les gens ont eu tendance à prendre beaucoup de poids. Et donc là, on a tendance à vouloir perdre très vite de poids. Et justement, quelles pourraient être les conséquences de ces régimes draconiens qui vont faire qu'on va perdre du poids très rapidement, peut-être en une semaine, on peut perdre beaucoup de poids. Donc, quelles pourraient être les conséquences finalement de ces régimes draconiens très rapides? Oui, c'est une très bonne question, hein. Déjà, en fait, les conséquences sont multiples. Hein. Il faut savoir que quand on fait un régime draconien, on essaie de perdre du poids rapidement. Oui. La première des choses en fait, qui se passe, c'est au niveau de ce qu'on appelle le métabolisme de repos. Vous savez ce que c'est que le métabolisme de repos? C'est juste l'énergie simplement qu'il faut pour vivre. Ça juste le fait que de respirer, le fait de penser, le fait de... tout ce qui est processus vital est coûteux en termes d'énergie. On appelle ça donc le métabolisme de repos. D'accord. Donc le métabolisme de repos a tendance à baisser quand on commence à perdre du poids. Donc c'est-à-dire que le fait qu'on pèse moins, on pèse plutôt, moins. Quand on fait un régime, on pèse moins. Surtout en l'espace de quelques temps, on commence à perdre. Donc ce métabolisme de repos baisse. C'est la première des conséquences. D'accord ? Et c'est bien sûr, c'est pour ça qu'on voit un petit peu sur le moyen ou long terme, un effet de regain de poids. L'effet yo-yo. Exactement. Mais aussi, donc il y a un deuxième facteur qui peut être aussi le fait de faire de l'activité physique. Les calories qu'on brûle vont diminuer, simplement, puisqu'on pèse moins. C'est aussi une autre conséquence. D'accord. Puisqu'on pèse moins, donc on brûle moins de calories. Puisqu'on pèse moins, donc le métabolisme de repos diminue. Et enfin, donc, il y a ce qu'on appelle les activités, on appelle ça les activités qui permettent d'augmenter la thermogénèse. En fait, c'est quoi la thermogénèse? C'est, vous savez, quand le fait de rester debout au lieu de rester assis, par exemple, vous augmentez ce qu'on appelle donc une dépense énergétique de repos.
Donc c'est les exercices qu'on fait en dehors de la pratique sportive. D'accord. On appelle ça NEAT. En anglais, ça s'appelle Non-Exercise Activity Thermogenesis. Pour faire simple, le fait aussi d'utiliser, par exemple, là, je suis en train de parler avec ma gestuelle. Donc ça rentre dans l'activité, ce NEAT là. C'est-à-dire c'est l'activité en dehors de l'exercice physique. De l'exercice physique, tout à fait. Et ça a tendance aussi à baisser. C'est ça quand on fait généralement des régimes draconiens, quand on est sévère dans cette approche, donc certains gestes, on est au ralenti en fait, on fonctionne au ralenti, même le clignement des yeux baisse. C'est un peu la pyramide que nous sommes en train de découvrir, Djalil? En fait, ça c'est la pyramide de l'énergie qui sort, simplement de la dépense, qui est basée sur le métabolisme de repos. C'est vrai que le métabolisme de repos représente au moins 60% de l'énergie dépensée, ce qui est beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit au début de l'émission, le processus vital est coûteux. Juste le fait que nos organes vitaux continuent à fonctionner, ça coûte au moins 60% pour la... Oui, c'est énorme. Mais sinon, Djalil, il faut dire que... parce que là, vous me renvoyez un petit peu à une question. Je mens pas. Hein. Moi, je me suis une fois donné un régime draconien dans ce sens. Mais là, vous me faites rappeler cette expérience. Mais finalement, le métabolisme de repos duquel vous parlez, finalement, ça joue aussi sur le moral, n'est-ce pas? Absolument, oui, ça touche le moral, puisque en fait ça c'est quand on fait des régimes express et on abandonne. Ça touche aussi quand c'est pas, en fait, quand il y a un régime alimentaire où on n'adhère pas, on n'y adhère pas, c'est là où généralement... C'est-à-dire un régime alimentaire, on n'adhère pas à un régime alimentaire, on n'adhère pas, c'est-à-dire que on fait quelque chose, un plan alimentaire qu'on suit, mais qu'on n'apprécie pas forcément. D'accord. Voilà, par exemple, ça peut être une des conséquences où on abandonne, puisqu'il n'y a pas la notion de plaisir, par exemple. Voilà. Sinon, revenons aux conséquences, non pas des moindres, c'est ce qu'on appelle, au bout de la pyramide, on appelle ça l'effet thermique des aliments. On va peut-être revenir à la pyramide pour... Ça aussi, c'est un bon résumé. Hein. Voilà. Donc, ça dit que pour digérer des aliments, ça coûte de l'énergie aussi. D'accord. Voilà, et on appelle ça thermic effect of food, l'effet thermique des aliments. Spécialement des aliments qui contiennent des protéines. Quand on parle par exemple de la viande, des œufs, du poisson, donc des protéines animales. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de ne pas les manger le soir. Une des raisons pour on va dire pour des motifs digestifs. Voilà, donc là on revient à la pyramide. Oui, c'est-à-dire que le processus digestif, quand on consomme des protéines, il est plus coûteux, ça prend plus de temps à digérer de la viande, par exemple. Et c'est en moyenne 20 à 30%. C'est vrai que c'est du processus digestif là, donc ça prend du temps, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que ces conséquences-là, au niveau c'est pour ça que ça commence à stagner. C'est ça qu'on dit j'ai stagné au niveau du poids. Je commence à perdre, après je stagne. Je stagne parce qu'il y a ces conséquences-là. Donc le métabolisme baisse, donc je baisse, je fonctionne au ralenti. Donc ce métabolisme est au ralenti en fait, il n'est pas endommagé. Justement, on va y arriver. Justement, endommagé, c'était la question que j'allais justement vous poser. Donc, justement, lorsque nous sommes comme ça au ralenti, le moral ne suit pas, donc on est fatigué, on perd le plaisir, comme vous l'avez si bien dit, donc de manger, de suivre son régime, et donc il y a après l'effet yo-yo, etc. Donc, est-ce que là, on peut parler d'un métabolisme qui est endommagé? Ça, c'est une bonne question, puisque souvent ça revient dans ce domaine-là. Est-ce que mon métabolisme a été complètement détruit? Comment je fais pour reprendre? Comment je fais pour continuer à perdre sur le long terme? C'est le mot-clé. Donc à long terme, est-ce que je continue à perdre ou pas? D'abord, en fait, mis à part ces conséquences-là, il y a aussi d'autres perturbations qui peuvent être engendrées aussi au niveau de l'organisme. Par exemple, on appelle ça, par exemple, les signaux de la faim peuvent être perturbés. Les signaux de la faim qui sont gérés par des hormones comme leptine ou ghrelin, voilà, qui peuvent être aussi perturbés et qui mènent généralement à une personne à grignoter, à avoir des troubles peut-être du comportement alimentaire et tout ça. Donc il y aura des perturbations au niveau même endocrinien, même hormonal et aussi, et voilà. Sans oublier bien sûr donc une montée de ce qu'on appelle l'hormone du stress, cortisol. Voilà. Quand il y a des taux de cortisolémie tout le temps élevés, notamment à cause du stress là, du régime, parce qu'on stress, régime, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je dois éliminer ça? Il y a aussi le facteur social, il y a la sociabilité de la personne. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent justement freiner cette... Oui, ça joue, c'est vrai qu'on ne mange pas la même chose à table. Parfois, on est obligé de ne pas manger en même temps, donc pour ne pas être attiré par ce qui est mis à table. Tout à fait.
C'est ça. Voilà. Donc ça peut mener à plusieurs conséquences négatives, justement. On parle de conséquences, mais souvent, c'est des conséquences qui... ok, ça marche sur un court terme, mais après, qu'en est-il après quelques mois, après quelques années? Et quand on parle de la question, justement, du dommage métabolique, ça n'existe pas. Voilà, c'est la bonne nouvelle pour nos téléspectateurs, les gens qui ont déjà expérimenté des régimes draconiens. Donc, le métabolisme n'est pas détruit, il est juste ralenti. C'est-à-dire le processus de reprendre le poids, ou par exemple de reprendre la vie normale, on va dire entre guillemets, son hygiène de vie, prend du temps, ça prend du temps. Les études montrent que c'est en moyenne, après ça reste bien sûr nuancé, hein, donc ça dépend. Après c'est la nature, bien entendu. C'est la nature, c'est parce qu'on a perturbé la nature, justement, qu'on revient. Parce que le corps aime toujours revenir à cette homéostasie, à cet équilibre. Et on dit que s'il faut en moyenne jusqu'à 7 ans pour reprendre... Quand même. Ah oui, les études montrent que ça prend du temps. Ça prend du temps pour reprendre son, on va dire cet équilibre. Voilà. Donc ça prend du temps. C'est ça qu'on on a perturbé donc, tout le métabolisme, c'est quoi? C'est tout ce qui est réaction physiologique, c'est tout ce qui est dépenses, sorties. Et voilà, quand ça a été perturbé d'une manière sévère, comme un régime draconien, donc ça prend des fois des années. Hein. Voilà. D'accord. Alors justement, donc ça prend des années. C'est une adaptation. Voilà, 7 ans, c'est quand même assez long. Donc, oui, c'est le cas. Voilà, ça donne quand même à réfléchir la prochaine fois qu'on voudra faire des régimes draconiens. Oui, mais sinon, Djalil, donc la bonne nouvelle, vous avez dit qu'il n'y a pas de métabolisme endommagé, donc c'est la bonne nouvelle. Absolument. Et donc on peut reprendre finalement la nature du métabolisme. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais finalement, quelles sont les étapes qu'on va pouvoir suivre pour reprendre justement la nature du métabolisme et donc lui redonner un petit peu sa vitalité? En fait, d'abord, avant de passer aux solutions, voilà, puisqu'il y a des solutions qu'on peut envisager. Alors c'est sûrement pas ça, c'est ce qu'on appelle le before-after, et qu'en est-il du after, voilà. Parce que c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple on appelle ça les social proof, les preuves sociales qu'on a fait des transformations, donc il y a des coachs qui sont spécialisés pour ça. Après on ne montre pas ce qui se passe dans les coulisses. Après du après. Voilà, et après du après. Si on parle d'une période qui prend des années, comme 7 ans ou un peu moins, voilà, donc on ne voit pas ce qui se passe après. Et c'est une des conséquences de ces régimes express. Donc il y a ce regain de poids. Et beaucoup de gens expérimentés, je dirais que la plupart qui ont expérimenté ces régimes savent d'une manière instinctive que ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui n'est pas permanente. Mais le régime, c'est-à-dire on va dire quand on touche au métabolisme, ça peut être persistant. Ça persiste, ça persiste. Parce que cette dépense qu'on a parlé au début, pourquoi j'ai commencé avec le métabolisme de repos, l'énergie dépensée, si c'est modifié pendant quelques temps, donc la dépense diminue. Au bout de quelques temps, donc au lieu par exemple, la personne elle continuera à faire plus d'efforts pour avoir moins de résultats. Et c'est pour ça que sa dépense... et ça peut créer une frustration pour certains. Donc elle dit, moi je mange bien, je fais du sport et tout, mais j'arrive plus, je stagne par exemple. C'est une des raisons, c'est parce que le métabolisme a baissé. Donc à chaque fois je dois puiser encore plus, dépenser plus, et parce qu'au départ ça a été... voilà. Après ça dépend de chacun, c'est très individuel. Quand je dis que régime express, si on prend une personne qui est dans le cas urgent de perdre du poids, une personne obèse ou qui s'apprête à faire une opération, là c'est complètement une autre paire de manches. D'accord. Si on parle d'une personne lambda qui nous suit comme ça, donc une personne amateur ou qui fait du sport, ou qui veut juste perdre du poids ou changer sa composition du corps, prendre de la masse musculaire ou perdre du gras par exemple, qui est un objectif de recomposition corporelle, là on n'a pas besoin de faire des trucs draconiens. Qui sont les gens les plus touchés par je vous pose la question, par ces fluctuations de poids, on va dire? C'est quelle catégorie de personnes qui subissent justement cette fluctuation importante de poids, des effets yo-yo? Il y a une catégorie bien particulière de population. Les femmes, dans une certaine mesure, spécialement donc, quand... avec des perturbations hormonales et tout ce qui s'ensuit, donc il y a des fluctuations de poids et d'eau spécialement. Oui, d'eau, voilà. C'est vrai que les femmes font beaucoup de rétention d'eau. Absolument, donc rétention due au stress, due au cycle, due au plein de paramètres où ça touche donc le poids. Le poids en tant que tel, qui comprend l'eau.
Et souvent, c'est l'eau qui fait cette fluctuation. Sinon, ça touche principalement les compétiteurs, les gens qui font du sport à haut niveau et les sports à catégorie de poids. Voilà, parce qu'à l'approche d'une compétition, il veut chasser l'eau, donc perdre. C'est paradoxal quand même, Jalil. Oui. C'est paradoxal quand même. Tout à fait, oui. Dans le haut niveau, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas forcément en bonne santé, hein. Oui. Il faut le dire. Voilà. Parce que quand on est dans le haut niveau, on cherche la performance, on ne cherche pas forcément la santé. Voilà. Donc, il faut faire cette part. Donc l'objectif bien sûr qu'on peut rester en bonne santé, avoir une bonne performance, ça c'est l'idéal. Après, voilà, ça touche les compétiteurs, spécialement dans le sport bodybuilding. Vous entendez parler donc de la musculation, donc dans le haut niveau, le culturisme. Et ça touche beaucoup parce que c'est un sport qui est basé sur l'esthétique. Et c'est ça qu'on joue beaucoup avec ces manipulations, la dos, voilà. Et ça touche aussi ceux qui font les shootings photos. Donc là, les top modèles, voilà. Les mannequins, et voilà, donc ça touche beaucoup ces catégories de personnes. Donc finalement, c'est juste une catégorie spécifique qui subissent généralement ces fluctuations de poids en hors saison. C'est-à-dire quand ils sont en dehors des compétitions, ils sont en surpoids, obèses par exemple. Là, il y a des gens qui sont vraiment en surpoids et le jour J de la compétition, il est sec. Il a beaucoup de masse musculaire et sec et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là, et c'est ça, c'est des régimes draconiens. Ils arrivent quelques jours avant la compétition, ils font des approches très très sévères pour métamorphoser leur corps. C'est pas forcément bon pour le métabolisme. On vient de et donc là, j'imagine, vous avez parlé d'une durée de 7 ans tout à l'heure, j'imagine que là, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour les gens qui répètent beaucoup. C'est-à-dire si on a expérimenté un régime alimentaire, après on a refait l'expérience après une année, après 2 ans, après. Si on répète, si c'est répétitif, c'est là où on va encore plus retarder le processus. Après, si ça arrive d'une manière isolée où on a expérimenté 1 ou 2 fois, c'est pas aussi voilà. Mais de toutes les manières, voilà, la bonne nouvelle, c'est que le métabolisme n'est pas endommagé. Parce que qui dit endommagé, ça veut dire on peut plus rattraper. Voilà, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On peut toujours rattraper, reprendre son hygiène de vie, et puis éviter ces approches rigides, sévères. Surtout. Même dans le sport, voilà, on le voit aussi dans l'activité physique, les gens veulent faire beaucoup, dire hard work, travailler plus. Parfois, on n'a pas besoin de travailler plus, on a besoin juste de travailler seulement. De travailler seulement, voilà. Voilà, de faire son entraînement régulièrement, de manger, oui, mais ne pas se priver, accorder une certaine flexibilité, c'est très important au niveau et physiologique et mental. Voilà, c'est lié. Et puis voilà, les solutions, on en discutera pour la prochaine épisode. Voilà, alors justement, et la semaine dernière, nous en avons parlé, de la fréquence des repas, de la qualité des repas. Donc là, si on comprend bien, donc, pour revitaliser, j'ai envie de dire, le métabolisme, c'est donc de revenir à une hygiène alimentaire, à une hygiène de vie saine, beaucoup plus. Alors, on va terminer sur une information, Jalil, qui est très importante. C'est que vous-même, donc, vous êtes en train d'offrir, j'ai envie de dire, des formations en ligne afin de rééduquer un petit peu les internautes, les professionnels et aussi les sportifs, donc avoir une meilleure hygiène de vie et surtout savoir donc comment gérer donc son poids, gérer le sport, etc. C'est ça, on est dans la nutrition sportive. Là, on touche une certaine catégorie. Donc là, c'est un peu la fiche de votre formation. Voilà, c'est une formation séminaire, donc il y aura lieu vendredi prochain, Inch'Allah, donc en ligne. Ça se passe exclusivement donc, sur la plateforme Zoom. Et puis on peut passer sur les réseaux sociaux. C'est destiné à quelle catégorie? En fait, c'est destiné à tout le monde. Voilà, parce qu'on parle là de nutrition pour la perte de gras. On n'est pas forcément dans le sport à haut niveau là. Donc ça touche les gens qui veulent perdre du gras et conserver la masse musculaire. Ça va de soi. Quand on veut perdre du gras, on veut soit conserver, soit en prendre. Ce qui est l'objectif ultime, on va dire que tout le monde veut prendre de la masse musculaire et perdre du gras. Ça, c'est le rêve. Voilà. Et c'est faisable. Très bien. Donc, vendredi prochain, à quelle heure? Vendredi prochain, on va le faire dans l'après-midi à 17h. Donc, ça se passe en ligne. Donc, c'est un petit séminaire. Donc, samedi, on reviendra dessus. Samedi, on parlera on en reparlera. Et puis aussi des solutions. C'est-à-dire la physiologie de la perte de poids est tellement compliquée. Mais voilà, il y a toujours des solutions. Donc, on parlera de quelques stratégies qu'on peut faire pour
qu'il n'y ait pas cet endommagement, qu'il n'y ait pas ce ralentissement de métabolisme sur le long terme. Donc ça va être dans la continuité de cette émission. C'est parfait. Merci beaucoup Jalil d'avoir été parmi nous ce matin, d'avoir encore une fois répondu à cette question cruciale qui intéresse tout le monde. Donc encore une fois, la perte du poids. Donc merci beaucoup. Donc on se reverra la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un autre thème. Et puis pourquoi pas un retour sur la formation dont vous allez offrir vendredi prochain. Avec toujours le même thème. Voilà, très bien, c'est parfait. Merci beaucoup Jalil. Merci allez, bonne semaine à vous. Donc on continue, on va se retrouver pour la dernière station donc, de cette matinée pour parler encore une fois de la préparation de la saison estivale. Mais avant cela, donc on le dit, on le redit à chaque fois, avec ce confinement, donc il y a eu quand même beaucoup de points positifs, notamment la nature qui reprend son droit. Donc il n'y a pas que le métabolisme qui reprend ses droits, donc il y a la nature aussi. Mère nature, voilà, qui reprend ses droits. Et justement, c'est Siham Kennouch qui revient sur ce sujet avec ces très belles images, avec des images d'ailleurs très chaleureuses à voir, donc pour voir un petit peu comment la vie reprend ses droits. Donc je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Tandis que Dame Canne et son ami noir piquent une tête, Monsieur et Madame Lapin font une grasse matinée. Même que le chant du coq ne les dérange guère. En fait, ça fait un bon moment que la faune et la flore de l'arboretum d'El Merja, dans l'Atlas blidéen, n'ont pas été dérangées. Depuis la mise en place du confinement, la nature semble avoir repris ses droits par endroits. Le confinement a permis aux animaux de reprendre ses droits, vu la diminution et la réduction de transport motorisé. Le confinement il a donné un avantage pour le retour de papillons, des oiseaux et des poissons qu'on a auparavant on a manqué de les voir sur le terrain. Le cacappement des pintades se met au diapason des chants d'oiseaux. Noix et noisettes prennent tout leur temps pour bien mûrir. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici. On profite du confinement pour mieux travailler et planter de nouveaux arbres sans que ces derniers soient endommagés. La diversité de cet arboretum est importante. Depuis sa création en 1935, 160 espèces y ont été introduites. Comme ce cyprès du Tassili qui tient bon. Il y a des différentes espèces ici. Nous avons toutes sortes de pins, le cyprès. Nous avons aussi le sapin de Numidie. L'endroit jouit d'une grande biodiversité. Avec la pandémie du coronavirus, la nature a trouvé un moyen de faire un break et de se régénérer. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. Alors si un jour vous descendez dans ces jardins, prenez le temps de cueillir du romarin. Joli coquelicot nouveau. Du romarin, ça fera l'affaire avec une très bonne tisane, pourquoi pas, ou accompagner certains plats traditionnels. Alors la saison estivale arrive à grands pas, et quand la saison estivale est là, la plus grande hantise de la population, c'est l'eau, parce qu'il y a des coupures d'eau, il n'y aura pas de coupures d'eau, et justement, nous allons en parler ce matin en compagnie de notre invité, donc M. Mohamed Reda Boudeb, qui est directeur d'exploitation et assainissement au niveau de l'ACEAL. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors, comme je le disais, donc, quand la saison estivale est là, première question qu'on se pose, est-ce qu'on va avoir des problèmes d'eau ou pas? Pourtant, il faut rappeler quand même que ces dernières années, on a de moins en moins de problèmes avec l'eau. Surtout qu'il y a eu quand même beaucoup de communes, beaucoup de régions qui sont donc servies 24 heures sur 24 en eau. Je vous remercie. Donc, la question sur l'eau, donc à chaque saison estivale pratiquement, c'est vrai, on ressent une hantise comme quoi il y aura des coupures d'eau. Voilà. Notre ministre, dernièrement, il y a 3-4 jours, il a tranquillisé donc, les habitants, donc, surtout de l'Algérois et au niveau national. C'est un programme qui est maintenu durant toute l'année. Donc aujourd'hui, l'effort de CEAL, c'est vrai, c'est de fournir une eau de bonne qualité et surtout une quantité suffisante pour l'ensemble des citoyens et la répartir d'une manière équitable.
Et aussi la mission de CEA, c'est l'assainissement. Donc on parle de l'eau et surtout aussi des plages. Des plages surtout. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'assainissement, donc le système d'Alger. Donc depuis maintenant une décennie, donc on a travaillé sur les schémas directeurs d'Alger. Et dernièrement, à la demande donc, du ministère des Ressources en eau et aussi de la wilaya d'Alger, donc on a actualisé un peu les objectifs donc sur les 5 ans à venir. Donc c'est l'élimination des rejets donc, qui ne sont pas traités donc, en milieu récepteur, donc, les oueds, les plages. Aussi, on parle aussi d'un deuxième axe qui est la valorisation des boues. La valorisation des boues, des stations d'épuration. Et le troisième volet, c'est les inondations. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des eaux usées épurées. Voilà, les eaux usées épurées, donc c'est un petit peu aussi la hantise des baigneurs, parce qu'une fois quand on est à la plage, on n'aimerait pas donc être confronté à ces eaux usées, surtout par rapport aux odeurs, par rapport aux allergies, par rapport à toutes les maladies qu'on peut contracter. Donc il faut dire quand même que ces derniers temps, on sent quand même de moins en moins la présence de tous ces eaux usées déversées au niveau des plages. Donc je disais le schéma directeur donc depuis 2010, donc on a commencé à dérouler donc les investissements donc grâce aux efforts de la direction des ressources en eau de la wilaya d'Alger, grâce au ministère, à la wilaya bien sûr, et le plan stratégique de la wilaya d'Alger, donc qui met en valeur justement ces plages, la partie de la baie d'Alger qui est maintenant devenue la carte. Donc la wilaya d'Alger elle est divisée en plusieurs bassins versants et hydrographiques. Donc au centre on voit donc le centre d'Alger, donc on voit donc là on va découvrir une carte dans un petit moment. Donc c'est une carte qui représente quoi exactement? Alors elle représente un peu le système de collecte. D'accord. Donc ce système, bien sûr, c'est à travers des réseaux d'assainissement. Donc on a le centre d'Alger, donc où il y a la baie d'Alger. Donc on a un système maintenant qui est pratiquement achevé. Donc on est en train de finaliser les raccordements des collecteurs qui déversaient avant dans la baie d'Alger. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer, par exemple, la mise en service depuis il y a quelques mois donc, du collecteur Pointe-Piscate. C'est un collecteur qui est ceinture qui est réalisé depuis maintenant depuis une décennie. Donc c'est un tunnelier, donc c'est comme le métro. Donc il sert à collecter tous les eaux usées, donc pratiquement de Hammamet jusqu'à arriver à la station de Baraki sur Oued Haraj. Donc ce système il est mis graduellement en service. Donc on a deux rejets principaux, deux collecteurs qui sont Oued Mkessel, les collecteurs nord. Aujourd'hui ils sont raccordés. Donc si vous passez sur la plage Mira, donc à Bab el-Oued, il n'y a plus de rejets, donc on voit une clarté de l'eau de baignade incroyable. Ça fait des années que les Algériens n'ont pas vu ça. Et on va continuer encore le plan d'action pour raccorder les autres collecteurs. Bon, il y en a 3 ou 4 qui restent encore à un programme qui va se terminer dans quelques mois. D'accord. Ce collecteur il est situé donc au-dessus du niveau de la mer à 17 mètres de profondeur. Pour arriver à 17 mètres de profondeur, donc il y a une complexité donc du relief donc, au niveau de la capitale. Et à partir de là... Excusez-moi, là nous étions en train de voir des images, donc c'est juste, voilà, on peut revenir sur l'image. Donc là nous sommes en train de voir une station d'épuration d'eau d'ailleurs. Là, je parlais tout à l'heure des boues, donc dans une station d'épuration, donc on épure l'eau, mais surtout on produit des boues, donc des boues qui sont valorisables. Donc on peut... L'enjeu aujourd'hui, c'est de voir donc avec notre tutelle, avec la wilaya d'Alger, comment trouver des mécanismes pour déjà soulever le problème de contraintes réglementaires aujourd'hui qui existent malheureusement. Donc on voudrait donc à travers tous les secteurs, l'environnement, les ressources en eau, la wilaya d'Alger, l'agriculture surtout, pour réutiliser ces boues dans l'agriculture. Dans l'agriculture, d'accord. Donc je dirais 70% de ces boues sont valorisables. Malheureusement on les stocke et on ne les utilise pas encore. Donc l'enjeu aujourd'hui c'est de pouvoir un peu trouver des mécanismes entre les différents secteurs pour utiliser ces boues qui sont valorisables comme d'autres pays le font. Voilà, donc c'est beaucoup plus dans l'agriculture. Donc ça, c'est un projet que vous comptez réaliser
en partenariat, donc j'imagine avec l'agriculture. Et après, la solution des baux, elle est multifilière. Aujourd'hui, on peut utiliser des baux dans l'agriculture. Les baux qui ne sont pas valorisables, donc ils peuvent être co-incinérés dans une cimenterie ou bien installer un incinérateur au niveau d'une station d'épuration comme Baraki. D'accord. Voilà. Donc on va revenir un petit peu sur les stations d'épuration d'eau. Donc elles sont implantées un peu partout. C'est une stratégie quand même qui a été mise en place. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour justement valoriser ces stations d'épuration d'eau. Tout à fait. Donc je commencerai par la steppe de Baraki. Donc depuis 2016, donc, on exploite la deuxième tranche. On va voir quelques images peut-être de... Et grâce à cette tranche-là, donc on a pu raccorder encore des collecteurs qui déversent directement dans le Harrach, dans la baie d'Alger malheureusement. Et on a senti depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, alors une augmentation de 40% des eaux non traitées qui partaient en mer, maintenant elle est traitée au niveau de la station d'épuration. D'accord. Donc c'est pour ça, je disais que les conditions donc, de baignade ou bien la qualité d'eau de baignade s'améliorent de plus en plus. Donc là c'est la station justement d'épuration d'eau de Baraki, de laquelle vous étiez en train justement de parler. Donc il y a eu l'extension dans les années 2014-2016, donc elle a été mise en service. En parallèle, il y a des réseaux d'assainissement qu'il faut construire, qu'il faut réaliser pour acheminer ces eaux usées vers la station principale qui est Baraki. Et à l'intérieur, donc, on a aussi des opérations de réhabilitation parce qu'on a l'ancienne tranche qui a été réalisée dans les années 80, qu'on a modernisée encore, qu'on est en train de moderniser. Et là, la capacité totale, ce sera 300 000 équivalents habitants, plutôt mètres cubes jour. En équivalent habitant, on avoisine les 1 800 000 équivalents habitants. Quand même. Aujourd'hui, il y a un deuxième défi. La station elle arrive pratiquement à saturation. Donc, il faudra lancer donc, la troisième et la quatrième tranche. Et ce que préconise le schéma d'Alger, justement, pour rester dans le standard international. Voilà, alors il y a aussi la station d'épuration de Raya, nous étions en train de découvrir les images. Oui, donc il y a l'ancienne station, la première tranche, la direction de ressources en eau, donc elle termine prochainement dans quelques mois, le mois d'octobre ou novembre, la mise en service de la deuxième tranche, qui va permettre encore d'éliminer des rejets au niveau du lac de Regaya, et surtout permettre d'améliorer encore la qualité de l'eau de baignade sur les plages de Hintaya, Rawa. Voilà, donc là, on est en train de voir justement la station d'épuration. Très belle vue, oui, justement. Très belle. Les gens ne connaissent pas encore nos ouvrages d'assainissement. Non, c'est vrai qu'on n'en parle pas peut-être assez. C'est des vraies usines. Hein. Oui, ce sont des usines, effectivement. Magnifique. Ce sont des usines et puis même... à l'intérieur, il y a des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour, justement. On a un encadrement important de 900 agents qui assurent ce service public. Voilà. 900 agents sur l'Algérois seulement ou sur l'Algérois, je parle de l'Algérois. Oui, c'est important. Donc, on a aujourd'hui 4 stations. 4 stations, donc nous avons celle de Raya, celle de Baraki, celle de Bnimsous, c'est Ain Binyan, on dit de Bnimsous, c'est Ain Binyan. Et on a la nouvelle station, celle de Zeralta. D'accord. Alors justement pour ces quatre stations d'épuration d'eau, donc est-ce que donc pour l'épuration d'eau se fait juste au niveau d'Alger ou ça peut aller quand même vers d'autres wilayas au moins limitrophes? Très bonne question. Donc le découpage bon, c'est un bassin hydrographique, donc on a même les rejets de la wilaya de Boumerdès et de Blida qui arrivent. Parce que il déverse au niveau de l'oued al-Harrach. Donc, il prend source de la wilaya de Média, il traverse Blida, il arrive à Alger. Donc, on travaille d'une manière collégiale aussi avec les autres wilayas, Blida, Blédéa, Boumerdès, pour un peu avoir un même schéma et traiter tous ces eaux domestiques au niveau d'une station d'épuration, que ce soit sur la wilaya d'Alger, ou bien à Blida, ou bien à Média. Voilà. Le schéma aujourd'hui va vers une seule station d'épuration, mieux d'avoir une multitude de stations. Donc, il vaut mieux avoir une seule station d'épuration. C'est juste la capacité finalement qui doit être importante. Qui va s'agrandir encore plus. Voilà, donc vous comptez faire des extensions, j'imagine, à l'avenir, donc pour pouvoir assainir toutes ces eaux qui viennent des wilayas. C'est ça. Et connaissant donc le relief d'Alger aussi, il faut assurer donc l'acheminement des eaux usées. Donc, on a 82 stations de relevage implantées un peu partout pour qu'on puisse après, soit par gravité, soit par refoulement, acheminer ces eaux vers les stations d'épuration.
C'est un travail fastidieux et pas facile. Voilà, donc pour la saison estivale, alors on va dire quand même que les baigneurs vont être un petit peu chanceux, un peu plus que les années précédentes. Cette année, oui. Surtout sur la baie d'Alger côté Bablouette. Donc il y a une grande amélioration. Moi, j'ai fait un tour plusieurs fois sur la plage. C'est une très belle côte là-bas. Hein, oui, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup... surtout les habitants de cette localité, c'est vrai qu'ils ont un rapport très particulier avec la mer, très particulier avec cette côte, il faut le dire. J'ai trouvé des embarcations, il y a aussi un programme d'aménagement de la côte de l'Algérois avec la wilaya d'Alger. Donc ils sont en train de réaliser des plages artificielles. D'accord, donc ça se fait en collaboration avec vous, j'imagine, avec la CEAL. Bien sûr, la CEAL et la direction des ressources en eau aussi de la wilaya. D'accord, donc c'est vraiment qui sont les maîtres d'ouvrage, nous on vient derrière, on est des exploitants derrière, on assure la maintenance des installations. D'accord, donc ça c'est un petit peu pour l'assainissement, donc qui est quand même un travail assez lourd, et puis vraiment de longue haleine. Mais sinon, donc qu'en est-il de l'approvisionnement en eau pour cet été ? L'approvisionnement en eau sur Alger, la capitale, il est assuré par un système d'alimentation à l'est et à l'ouest. Aujourd'hui, les besoins en eau, ils augmentent, comme chaque année, donc le nombre de la population, il augmente. Et je disais tout à l'heure, donc avant de commencer l'émission, on doit penser à un système de sécurisation. C'est ça. Aujourd'hui, un système qui arrive à saturation, on doit réfléchir à le sécuriser. Voilà. Donc les multiples réparations que réalisent nos équipes aujourd'hui, ça perturbe un peu le système d'alimentation, mais c'est la préservation de la ressource. On ne peut pas se permettre aujourd'hui une fuite importante qui coule à longueur de journée. Voilà. C'est une denrée rare quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, la stratégie de CEAL aujourd'hui, c'est d'économiser l'eau. Donc, on a parlé souvent du gaspillage de l'eau, malheureusement. Ça existe. Il y a des gens, il y a une partie d'une population quand même qui arrose les espaces verts, qui arrose on voit beaucoup ces images qui nous désolent un peu. Et je rappelle aussi que l'eau, elle est subventionnée par l'État. Donc, la facture d'eau aujourd'hui, donc, elle est soutenue par l'État, donc c'est un prix administré. Donc, parler aussi d'économie de l'eau aujourd'hui, les Algérois, ils n'ont pas, ou bien au niveau national, ils n'ont pas encore assimilé le message. Vous dites que c'est une denrée rare. Vraiment, elle est rare, donc il faut la préserver. La préserver, donc on doit faire attention encore de plus en plus dans nos habitudes de consommation et voilà. Surtout, voilà. Surtout ça. Oui. Voilà, Monsieur Boudeb, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Oui, je tiens à remercier toutes les équipes de CEAL, la direction de l'hydraulique. Donc on a fait un travail quand même très difficile pendant le plan de continuité de service. Donc on a été soutenu par nos collègues aussi qui n'ont pas travaillé. Donc un grand bravo donc, à toutes les équipes de CEAL qui sont là à veiller au bon fonctionnement des installations, au confort des Algérois. Je vous remercie énormément pour cela. Voilà, surtout que cette année, pour les plages, encore une fois, ce sont les baigneurs qui vont bien profiter. Ils vont bien profiter, oui. Ils vont bien profiter. Donc surtout, donc, encore une fois, avec l'aménagement des côtes, et puis c'est vrai que les eaux usées rendaient un petit peu les choses difficiles. Hein, donc les gens avaient peur quand même pour leur santé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de maladies, beaucoup d'allergies, et puis même les odeurs. Donc c'est quand même désagréable de partir. Vraiment, ça n'a pas été la joie pendant de longues années. Donc là, ça a été pris en charge. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Boudeb. Donc je rappelle, Monsieur Mohamed Reda Boudeb, vous êtes directeur d'exploitation et d'assainissement au niveau de la CEAL. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bravo pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous ferez, surtout à l'avenir. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir accompagné ce week-end. Demain, Inch'Allah, vous allez retrouver Ismaël Belkaidia à partir de Constantine. Lundi, ce sera Iman Mahrougaras qui vous accompagnera. Vous retrouverez Amal Almi à partir de mardi. Quant à moi, je vous trouverai avec un très grand plaisir à partir de jeudi. Cependant, je vous dirai, portez-vous bien, même avec des confinements, le virus est toujours là, donc soyons encore vigilants. Restons vigilants et puis prenons toutes les mesures barrières qu'il faut. Donc si on n'a vraiment rien à faire à l'extérieur, il vaut mieux encore une fois rester à la maison. Le virus est là, il est très dangereux, mais surtout très intelligent. Et puis c'est nous qui le transmettons. Donc portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis excellente journée et passez une très agréable semaine. Et à très bientôt. Au revoir.